Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Honneur ce soir au champion du Sénégal de football Génération Foot, sacré hier pour la deuxième fois en 3 ans de présence dans l'élite du football sénégalais. On va longuement parler de ce sacre ainsi que les perspectives dans ce magazine. Le Cameroun couronné à la CAN U17 en Tanzanie face à la Guinée. La Guinée dénoncée par le Sénégal pour une histoire de fraude sur l'âge. Les chances de ce recours au niveau du tribunal arbitral du sport analysées dans cette émission. Ismaïla Sarr, Mbaye-Niang Bourreau du PSG en finale de la Coupe de France. Vous entendrez l'avant-centre des Lions du Sénégal qui parle de son repositionnement avec succès au poste de numéro 9. Et puis les buzz du web très fournis ce soir avec Hatem Ben Arfa qui savoure sa douce revanche sur le Paris Saint-Germain. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé, Génération Foot, nos invités de ce soir avec un visage que vous connaissez bien. Il est là avec nous, Talla Fall. Talla, bonsoir. Bonsoir, chef Tidjane. Bonsoir, Bakary. Bonsoir. Notre visage que vous connaissez moins bien. Là, c'est Alioune Diop, membre du staff. Justement, c'est le kiné de Génération Foot qui est là également avec nous. Lune, bonsoir. Bonsoir, chef. Merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Et puis un défenseur de l'équipe, il est là, Djibril Diop Thialaw qui est là avec nous. Thialaw, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir, Bakary. Et Bakary qui est là également avec nous. Malal Junior Diagne a encore fait l'école buissonnière ce soir. Bakary, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, à tous nos téléspectateurs. Félicitations d'abord pour ce titre de champion du Sénégal. Justement, Thialaw, quand même, on imagine que la saison a été très difficile. Et hier, avec ce couronnement du titre de champion, on imagine que la satisfaction était vraiment grande. Oui, la satisfaction était très grande. On était très heureux d'avoir gagné ce trophée. Et nous savions que c'était un peu difficile de gagner. Alors qu'il y a beaucoup d'équipes dans ce championnat. Et voilà, nous sommes ravis d'avoir pu donner autant de satisfaction à l'ensemble de Dini et à notre président et ainsi qu'à Talla. L'équipe dirigeante, justement, Talla, quand même, c'était pas évident. La Génération Foot, en 3 ans de présence en première division, 2 titres de champion, on imagine que quand même, c'est un travail de longue haleine. Je dirais d'abord félicitations aux joueurs et félicitations surtout à l'entraîneur Demba Baye, quand même, qui a hérité d'une équipe quand même qui était très diminuée. Décimée, ouais. Décimée même à la limite parce qu'il avait déjà perdu 7 joueurs. Et donc en reprenant cette équipe-là, ce n'était pas évident. Et vu les résultats qu'Olivier Perrin avait déjà fait, donc moi je dirais bravo à ces garçons, bravo au staff technique, bravo surtout à Demba Baye. Et bravo ici au président Madi quand même qui a cru en Demba Baye. Parce qu'en le recrutant tout au début, quand il avait quitté Niary Tally, ce n'était pas évident qu'il puisse venir à Génération Foot et de pouvoir aussi s'intégrer. Donc en s'intégrant, il avait pris au moins la petite catégorie. Il a fait ses preuves là-bas, il a amené l'équipe gagner au moins encore un titre dans la petite catégorie. Et à partir de là, je pense qu'il fallait lui faire confiance. Et c'est une confiance méritée et je salue vraiment le travail du staff technique, le staff médical ici présent et surtout l'engouement qu'il y a eu autour du club parce qu'aussi il y a eu vraiment le village de Denis Birandao tout autour de cette équipe-là qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés. Et donc si aujourd'hui on en est là, quand même on le doit en grande partie à l'ensemble de l'équipe, donc que ce soit dirigeants, joueurs, encadreurs, donc supporters. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut au moins féliciter. Alioune, vous faites partie de ces travailleurs de l'ombre et ce titre-là quand même a été possible également grâce à vous qui êtes en arrière-plan. Ok, merci cher. Je vais en profiter pour féliciter l'ensemble des joueurs, donc le staff technique
et également à la direction de GF qui nous a donné quand même tous les moyens pour pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile parce que la prise en charge donc, médicale est fondamentale donc, dans une équipe de foot. Donc c'est avant, pendant et après. Et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un travail colossal qui a été fait et ça mérite des félicitations. Bakary, Génération Foot, quand même, on ne va pas encore parler d'hégémonie, mais quand même en 3 ans, les résultats obtenus en première division sont vraiment considérables. Bon, moi, je parlerai plutôt de suprématie. C'est une équipe qui est en train de s'installer petit à petit et nous savons tous que si Génération Foot est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il y a un travail sérieux qui se fait derrière. C'est vrai qu'on va féliciter les joueurs, mais n'oublions pas qu'il y a cet encadrement administratif qui est là, qui a mis en place une politique et je pense que depuis plus de 15 ans maintenant, Génération Foot essaie tant bien que mal de suivre cette politique-là à la lettre. Et Talla l'a souligné, Demba Mbaye a hérité d'une équipe plus ou moins remodelée et aujourd'hui le résultat est là. Ce qui veut dire que Demba Mbaye aussi a compris, il a prouvé à suffisance que le haut niveau il se gagne sur les détails et aussi le coach doit avoir une empreinte. C'est vrai que Olivier était là, il a fait un travail remarquable, il est parti, mais Génération Foot n'est pas orpheline de Olivier Perrin. Il a laissé des bases solides ici. Demba Mbaye en a profité et je pense que ce sont 2 techniciens qui viennent de la même école. Et Demba Mbaye a prouvé à suffisance qu'on doit compter sur lui, un jeune technicien qui mérite d'être... On va l'écouter, Demba Mbaye. C'était hier à l'issue de ce match remporté 3-0 face à Mbour-Petite-Côte avec des réalisations signées Papa Insa Badji, Jean-Barthélemy Diouf et Boun Sané. Demba Mbaye qui se dit extrêmement satisfait et fier de ses protégés. C'est bien parce que moi j'ai envie de dire c'est une juste récompense pour les joueurs parce que ce titre, c'est le titre des joueurs. Ils ont beaucoup travaillé depuis le 2 septembre. Ils sont au travail. On a vécu des moments intenses ensemble. On a beaucoup sué, on a beaucoup travaillé. On a eu beaucoup de joie. On a eu par moments aussi de la tristesse. Mais il y a eu beaucoup d'émotions tout au long de cette saison. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire c'est leur titre. Et par extension, c'est pas que leur titre. Je pense à l'ensemble de mon staff. Je vais les nommer Baladjiba, Mathurin Djonou, Gaspard Gomis, Laïsi, Ablaïsek, Ablaïsar. Voilà, tous ces gens-là ont œuvré toute l'année pour que tout se passe bien et pour qu'on en arrive à ce résultat-là. Et je ne veux pas aussi oublier le président qui m'a fait confiance. Je pense qu'au départ d'Olivier, c'était une situation un peu déséquilibrante pour le club. Et puis lui, il a décidé de me faire confiance. Et je trouve que c'est une belle récompense aujourd'hui pour lui aussi. Je pense aussi à la directrice Marianne Gay, qui m'a souvent soutenu, que j'ai souvent embêté cette année. J'ai aussi une pensée pour mon épouse qui doit me supporter au quotidien, surtout quand je ne suis pas content qu'on n'ait pas fait un bon match. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une juste récompense pour tous ces gens-là. Là, c'était l'entraîneur Demba Mbaye. On va rester à Déni avec le capitaine Bakary Mané, également très satisfait de ce titre de champion et qui veut continuer la saison, qui veut finir la saison invaincue. Défi la am te loolu tamit bokk na samit ci défi bi xaaruñu ko woon début saison mais comme te ñëw na comme coach bi ni mu ko waxee dañuy jéem a essayer def loolu noonu jël championnat bi te ñu bañ a am défaite aussi loolu tamit dina baax ci ñun dina baax tamit suñu palmarès aussi kon donc dañuy def tout pour loolu bañ a am dinañ jouer nag mais duñ ko def trop suñu xel lu ñëw ñu xam ne noonu la du def dara parce que ñun ay professionnels lañu ay sportifs lañ donc défi la boo xam ne ku nekk bëgg na ci yegg kon donc comme te ñun ñoo ci yegg dañuy def tout ba mu am. Voilà, c'était la fête à Déni Biramda. Alors Talafal, GF champion du Sénégal, qu'est-ce qui a été déterminant dans la reconquête du titre de champion? C'était déjà un objectif qu'il fallait atteindre. Donc, et ça, on y avait pensé.
L'année où on l'a perdu, quand on a été vice-champion l'année dernière, on se disait qu'on voulait retourner en Afrique, mais en étant champion. En étant champion, et donc on se devait de retrouver l'élite du football, c'est-à-dire la première place. Pour nous, c'était quand même très important. Et vis-à-vis même de l'entraîneur Demba Mbaye, je pense quand même qu'il lui fallait ce titre. Et nous tous, on y avait travaillé pour reconquérir le titre qu'on avait perdu l'année d'avant. Et pour ça, il fallait au moins essayer de motiver les joueurs, parce qu'il y en a qui ont été déjà regroupés comme des cadres, comme ce garçon qui est ici présent, Djibril Tchalaou Diop, qui fait partie de l'école de Génération Foot. Et donc, il fallait leur faire au moins prolonger leur contrat, augmenter les salaires et les motiver davantage pour qu'ils comprennent quand même que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Et ce n'était pas difficile de pouvoir réaliser cet objectif-là. Moi, j'ai eu l'occasion souvent de discuter avec eux en aparté, leur faire comprendre que le métier de footballeur professionnel, c'est un métier quand même qui demande beaucoup d'humilité et de sacrifice. Donc, tu ne peux pas vouloir choisir un métier où tu peux te laisser aller. Et donc, pour nous, pour l'ensemble du staff de Génération Foot, dirigeants, entraîneurs comme joueurs, je pense qu'on avait cet objectif-là en tête. On en a parlé entre nous, on en a discuté, on a vu le championnat, on s'est dit quand même qu'il y avait de la place. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça se passera dans le dernier tiers du championnat. Là, on va faire le trou. Parce qu'il y a des équipes qui seront moins préparées, il y aura des problèmes de salaire, il y aura des problèmes chez l'adversaire. Donc, à nous de continuer dans cette lancée et de pousser les garçons dans leur dernier retranchement pour qu'ils puissent au moins atteindre cet objectif. Tchalaou, cette élimination en Coupe d'Afrique, quand même, quelque part, même si ça a fait mal, a été quelque part un mal pour un bien, parce que ça vous a permis carrément de vous concentrer sur le championnat. Oui, ça a été un mal pour un bien, mais ça nous a permis aussi de nous concentrer sur le championnat, ce qui nous a permis de le prendre. Et je peux dire que cette élimination reste un peu dans la gorge, parce qu'on voulait, voilà, on voulait aller dans les phases de poule. Mais voilà, comme on dit, on fait ce qu'on peut, mais c'est Dieu qui donne. Donc, on a été récompensé pour le championnat, donc on va essayer de se concentrer pour la Coupe de la Ligue et le reste qui est à venir. Et justement, quand je dis que quand même ça n'a pas été facile en début de saison, l'équipe était décimée par les départs et aussi par des blessures, parce que déjà, il fallait s'adapter au départ de Diagne. Vous avez pris un avant-centre qui est venu pratiquement blessé, et c'était extrêmement difficile de retrouver la forme. Génération Foot a été champion pratiquement sans avant-centre. Et quand même, je pense que quelque part, on peut dire que c'est une prouesse. Ouais, je pense que c'est le travail de Demba Mbaye qui a su s'adapter. Parce que comme on a dit tout à l'heure, l'équipe a été vraiment décimée. En dehors de Diagne et de Sabali qui sont partis à Metz, il y a eu Lamine Gueye, il y a eu Djadjou, donc il y a eu Abdourahmane Ndiaye. Il y a eu plusieurs départs donc, dans cette équipe-là. Donc c'est vraiment une ossature qui est partie. Et c'était des cadres dans cette équipe. Mais quoi qu'on puisse dire, il fallait les laisser partir et faire confiance à ceux qui étaient là. Et donc je pense que c'est le travail du staff technique de pouvoir reprendre cette équipe-là et d'en faire une équipe compétitive. Parce qu'on n'avait pas véritablement d'avant-centre pendant toute la saison. On a été chercher un avant-centre qu'il fallait au moins boucher le trou d'avant-centre qu'on avait perdu, en l'occurrence Diagne et même Djadjou qui était quand même derrière et qui faisait le boulot. Mais en dehors de ça, Demba a su s'adapter. Parfois, il a joué avec 2 attaquants ou même 3. Des excentrés. Et Malick Cissé, voilà. Jean-Barthélemy, surtout que Jean-Barthélemy aujourd'hui qui est en course pour le titre de meilleur buteur, qui est à 9 buts, alors que le meilleur buteur... à la base est un milieu de terrain. Et un milieu de terrain, donc... Mais il avait une position beaucoup plus avancée. Donc aujourd'hui, il jouait presque en 9,5 quand tu vois sa position aujourd'hui dans le terrain, ce qui lui permet d'être souvent à la chute du ballon. Donc, et ça, je pense que c'est le travail du staff quand même qui a su recomposer cette équipe, repositionner certains joueurs pour leur donner aussi la possibilité de pouvoir mieux s'exprimer. Parce que c'est vrai que Jean-Barthélemy, il a été court physiquement parfois, il a eu souvent des blessures. On parlera de Jean-Barthélemy puisque notre reporter Mamadou Ndiaye on focus sur lui et sur Malick Cissé, c'est les 2 meilleurs buteurs de Génération Foot. Mais quand même, on va sur le tableau de bord
de Génération Foot de cette saison. L'équipe a eu 12 victoires, 11 matchs nuls, 0 défaite pour le moment. L'équipe a marqué 39 buts et en a encaissé 16. Et si on compare avec le nombre de buts marqués sous l'époque d'Ibrahima Niane, l'équipe avait marqué 52 buts, mais quand même on avait pris 3. Là, on se rend compte que l'équipe a moins marqué, mais quand même derrière, elle a été beaucoup plus solide. Et là, je pense que vous êtes meilleur défenseur de ce championnat, si je ne me trompe, à égalité avec le Jaraaf de Dakar. Et quelque part, quand même, je pense que ça a été quelque chose de travaillé, parce que souvent, on disait de Génération Foot une équipe joueuse qui privilégie l'attaque, mais quand même, on se rend compte que derrière, c'était pratiquement imperméable. Oui, je peux dire que c'est un travail acharné. Et nous avons eu la chance d'avoir coach Bala, qui est l'adjoint de coach Demba, et qui à la base était un défenseur. Donc nous avons eu la possibilité à chaque fois de parler avec lui. Et à chaque fois qu'on faisait certaines erreurs, c'est lui qui nous replaçait et qui nous disait quoi faire. C'est pour ça, je pense qu'on a été solide derrière. Et il faut aussi aider les attaquants aussi. Et surtout que, au début de saison, la paire titulaire, c'était le Malien Simpara et Abolo. Abolo est parti au FC Metz au mois de janvier et vous avez pris cette place de titulaire. C'est une continuité, quelque part. Je pense même que vous avez pris cette paire, a pris moins de buts. Oui, c'est une continuité. Comme on dit, on est toujours prêt. On est toujours prêt. Et nos entraîneurs sont là pour ça. Et on nous entraîne pour ça, en cas de blessure ou en cas d'un départ, pour qu'on soit là pour prendre la place ou bien pour aider l'équipe. On est toujours là pour aider l'équipe. Il n'y a pas de titulaire ou de remplaçant, mais on est toujours là pour aider l'équipe. Voilà. Alioune, début de saison tronqué, avec les départs, beaucoup de blessures. Comment est-ce que vous, au niveau du staff médical, vous avez su gérer cela? Parce que déjà, on se rappelle que Barthélémy était pratiquement indisponible en début de saison pour cause de maladie. Il y a également l'autre là, comment il s'appelle, celui qui vient de NGB, Papis Badiane, qui était également blessé, Aïssa qui est venu blessé en même forme. Au niveau du staff médical, quand même, comment est-ce que vous avez su gérer tout cela? Ouais, je pense qu'il faut reconnaître qu'au début de la saison, c'était un peu difficile parce qu'on avait tellement de blessés, de joueurs blessés. Donc surtout les joueurs qui ont été recrutés par Jeff. Donc il y a certains qui sont venus avec des blessures. Donc quand même, il faut reconnaître qu'on a fait un travail très très difficile tout au début de la saison. Et même, il y a certains joueurs qui n'ont pas pu faire quand même un bon hivernal parce que tout simplement, presque à la fin de la saison hivernale, donc ils étaient vraiment blessés. Donc à ce niveau-là, je pense qu'à Génération Foot, donc le staff médical est composé de 2 infirmiers, 2 kinés et un médecin en trauma du sport. Et il y a une bonne coordination et il y a une bonne prise en charge. Donc, avant, pendant et après les entraînements et les matchs. Et je pense que donc il y a un planning qui a été mis en place donc tous les jours et on insistait également beaucoup sur la prévention, d'accord, la récupération pour que vraiment qu'on ait un résultat à 100% et avoir des joueurs donc à 100% sur le terrain. Voilà. Bakary, vous avez côtoyé ce haut niveau et quand même un staff médical de qualité. Je pense que quelque part ça dénote d'une bonne organisation, mais aussi ça apporte de réels résultats probants. Le médecin de Génération Foot, c'est Danso, non? Professeur Danso. Oui, déjà, on sait qu'il était même pressenti pour l'équipe nationale à un moment donné. Ça, je peux donner cette information-là. Cela prouve à suffisance que Génération Foot s'est doté de professionnels. Comme je l'ai dit tantôt,
c'est vrai que les joueurs étaient sur le terrain, ce sont eux qui se battent et tout, mais derrière, il y a toute une organisation professionnelle qui a accompagné, n'est-ce pas, ce sacre de Génération Foot. Parce que quelqu'un comme le professeur Danso, moi je me rappelle à un moment donné, faut fallu Cissé que la terre lui soit légère. À un moment donné, il m'a dit tout ce dont tu auras besoin, ce n'est pas la peine que tu m'appelles, il faudra appeler directement le professeur, le docteur Danso. Il est très bon et donc il pourra vous guider. Donc cela prouve effectivement que Génération Foot a préparé ce sacre-là. Et il y a un an de cela, il a perdu le sacre parce que tout le monde savait qu'il était sur deux tableaux. C'était pas facile et aussi sur le plan émotionnel, les joueurs n'ont pas pu contenir tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, qu'ils étaient sur un tableau, même si leur début de saison était plus ou moins tronqué par ce départ massif des cadres, ils ont su gérer et Tala l'a dit, ils ont pu mettre aussi les joueurs dans des conditions optimales de performance parce que déjà gérer cet aspect pécuniaire, c'est-à-dire essayer de revoir le salaire des joueurs, essayer de les motiver et de les faire comprendre qu'ils sont professionnels. Et là, j'ai bien aimé le discours du capitaine de Génération Foot qui rappelle que c'est une équipe professionnelle. Donc, ils essaient de mettre tous les atouts de leur côté pour pouvoir sortir de l'auberge. Même si derrière, moi, je ne suis pas trop satisfait des différents résultats parce que je me dis toujours que le championnat du Sénégal est très faible. Et ça prouve, le résultat des Génération Foot le prouve. En 23 journées, vous avez 47 points, vous avez marqué et vous avez gagné 12 matchs, vous faites 11 matchs nuls, 0 victoire. Mais quelque part, quand même, est-ce qu'on peut relativiser? On peut parler peut-être surtout de nivellement de valeur que de faiblesse. Parce que même si les résultats en Afrique ne sont pas là, mais quand même, on voit que... Cher, aujourd'hui, Génération Foot, je vous l'assure, s'il continue comme ça à travailler, d'ici 5 ans, 10 ans, Génération Foot va rester au Non, mais là, je ne parle même pas de Génération Foot, mais des clubs sénégalais. Par exemple, on a vu que le Giraffe de Dakar est passé très près des phases de poule. Les joueurs ne sont pas motivés. Doucement, les joueurs ne sont pas motivés, les joueurs sont très mal payés. Et en allant aux entraînements, ils pensent au dîner du soir, comment ils vont faire pour manger. Donc, partant de là, cher, tu ne peux pas avoir un bon championnat. Qu'on se dise la vérité, franchement, le titre de Génération Foot, il le mérite. C'est une équipe qui mérite ce titre-là et tout le monde sait bien que Génération Foot est très bien structuré. La preuve, ils ont fait un début de saison tronqué, un mauvais début de saison, mais comme le disent les Wolofs, ils ont Dabougaï, ils ont gagné. Et ça prouve que derrière, même s'ils pouvaient se permettre de perdre 4 ou 5 matchs, s'ils pouvaient se permettre. Ils ne perdaient pas. Voilà, mais heureusement qu'ils ne perdaient pas. Mais ils faisaient aussi des matchs nuls. Ils ont fait 11 matchs nuls, les gars, mais Demba a su tenir la corde et aujourd'hui il est champion. Donc ce qui veut dire qu'effectivement le niveau est très bas. Mais si on parle de nivellement du niveau, par exemple aujourd'hui, mais est-ce que les clubs ont les moyens de leur politique? Parce que les clubs n'ont pas beaucoup changé en termes de joueurs. Il n'y a pas eu beaucoup de départs dans ce championnat-là. Maintenant, est-ce qu'il était possible à certains clubs de pouvoir tenir la cadence? Parce que moi, quand je regarde par exemple certaines équipes jouer contre Génération Foot, mais je me dis, aujourd'hui, ces équipes-là, quand même, il y a du contenu, il y a de réelles possibilités. Mais le problème, c'est les moyens. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de moyens au Sénégal, on ne peut pas prétendre. Parce qu'aujourd'hui, Génération Foot a un partenaire qui lui permet, par exemple, avec une bonne organisation, une bonne méthode de travail, de pouvoir tout le temps être au-dessus du championnat. Dieu merci. Mais maintenant, pour que ça suive, pour que le Giraffe, par exemple, aujourd'hui, quand on prend le cas du Giraffe, c'est le mécénat. C'est Cheikh Ahmed Tidiane Seck qui gère, ou Youssou Dial, ou quelqu'un d'autre. À Gorée, c'est Augustin Senghor, c'est Mandiaye Ndoye, par exemple. Donc, il y a un problème de moyens. Aujourd'hui, qu'on a la possibilité d'avoir de l'argent et que la Ligue aussi fait tout de son mieux pour pouvoir au moins trouver un partenaire qui l'accompagne. Donc, je pense qu'il y a des problèmes qu'il faut poser différemment. Moi, quand même, quand on parle de faiblesse de ce championnat, je ne serai jamais d'accord parce que moi, je me dis que Agadir a frôlé. Peut-être même avec un bon arbitrage, ils étaient éliminés. Ils étaient éliminés en Coupe d'Afrique. On ne peut pas refuser le Giraffe de Dakar aussi était pratiquement qualifié. Dans les 6 mètres, on ne peut pas refuser 3 buts dans les 6 mètres sur un match et dire qu'il y a eu un positionnement d'hors-jeu. Ça, c'est-à-dire que l'histoire est faite, certes, mais quand même, à ce niveau-là, il y avait de la passe pour pouvoir passer sur ce cap.
Parce que, et même aujourd'hui, Dieu nous donne raison. Parce que les clubs marocains sont en train de se taper dessus. Oui. Sont en train de se taper dessus pour dire que l'arbitrage, parfois, a toujours été favorable pour eux. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent entre eux et ils sont en train de se taper dessus. Maintenant, pour nous, je pense quand même que si on veut vraiment... Parce que, pourquoi je dis que le championnat n'est pas faible? Parce que les joueurs qui partent d'ici ont toujours eu la chance de pouvoir briller en Europe. Mais ils brillent même en Coupe d'Afrique, même si des fois le résultat ne le montre pas. Alors, Thialaw, vous jouez dans ce championnat, vous avez joué des matchs en Coupe d'Afrique. Alors, comment est-ce que vous jugez l'adversité, le niveau? Moi, je peux dire que c'est pas la même chose, parce que l'état des terrains, c'est pas la même chose. Donc, je veux dire que si l'état des terrains n'est pas la même chose, la qualité ne peut pas être la même chose. Et donc, ce qui veut dire que le championnat sénégalais et la Coupe d'Afrique, ça peut pas être la même chose. Parce que vu le niveau qu'il y a là-bas et le niveau qu'il y a ici, et l'état des terrains aussi, donc je peux dire que Quand même, vous parvenez à rivaliser avec ces équipes africaines. Génération Foot, on le rappelle, a éliminé une équipe égyptienne. Le Giraffe de Dakar était aux portes des phases de poule de la Ligue africaine des champions. Bon, ça veut dire que quelque part, il y a du talent. Et surtout, nos jeunes, les jeunes ont U20, quand même, c'est des finalistes de Coupe d'Afrique. Et pratiquement, c'est des joueurs qui jouent ici dans ce championnat. Et il y a du talent. Il y a du talent. Au Sénégal, il y a du talent. Parce que comme Tala l'a dit, les joueurs qui partent du Sénégal pour d'autres clubs, ils font que briller. Donc on peut pas cracher sur notre pays et cracher sur notre championnat. On peut seulement dire qu'il y a de bons joueurs. Mais il faut aussi, s'il y a de bons joueurs, il faut aussi qu'il y ait quelque chose en dessous. Il faut de bons terrains, il faut aussi l'assistance sociale et autres pour que le championnat puisse continuer à accueillir. Il dit que c'est le futur capitaine. Et puis, dans ce collectif de Génération Foot, nous avons choisi deux joueurs. Quand même, c'est une petite discrimination pour les défenseurs, puisqu'on a choisi les deux meilleurs buteurs. Il s'agit de Malick Cissé et de Jean-Louis Barthélémy Diouf. Deux joueurs qui ambitionnent de faire carrière en Europe. Leur portrait croisé avec Mamadou Ndiaye. Percutant, vivace et efficace, tels sont les atouts de ces deux joueurs de Génération Foot cette saison. ñun moom dañuy toppatoo te dañoo am ay kilifa yoo xamante ni dañ ñoo yor boo xamante ni yor bu rafet boo xamante dañuy préparer pour ñu nekk ay champion. Il s'agit de Malick Cissé et de Jean Barthélémy. Un duo qui a fait ravage cette saison. Milk, comme l'appellent ses amis, formé à l'espoir de Nioro du Rip, a joué en régional à Kaolack avant de rejoindre le club de Génération Foot en 2012. La saison bi ñu ko gisee mooy commencé woon nañ ko depuis septembre ba léegi nii ñoo jiitoo gum te ñu ngi xàccoo pee bi. Jean Barthélémy, milieu offensif très percutant, allie technique et précision devant les buts. Il a débuté sa carrière à Etix de Mboro avant de rejoindre Génération Foot en 2016. Saison bi boo xoolee septembre ba léegi ñëwee fi naa ne métti na méttiwul comme 4 matchs rek a des dañ jéem a góorgóorlu gën a jàppalante. Cette saison, 9 réalisations pour Bart et 8 pour Malick Cissé, soit 17 buts au total des buts de Génération Foot, un atout pour le club. ñu fi nekk tamit liggéey nañ tey bu demee ba mel nii liggéey nañ trop. À 3 journées de la fin du championnat, Génération Foot est déjà sacré pour la deuxième fois. Les objectifs restent les mêmes pour les deux pensionnaires. Aller découvrir le championnat européen. Sama objectif de saison bi jeexee mooy doon joueur professionnel loolu kese la. signé ji benn club. waaw signé club Europe rek incha allah. sama bëgg-bëgg mooy nekk joueur professionnel dem évoluer Europe. soit Europe wala ci. waaw loolu laa bëgg signé Europe.
Là, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais ça ouvre également notre débat et on va en parler tout à l'heure. Justement, Malick Cissé, on va s'attarder sur son cas à l'une. Malick, si je ne me trompe, il s'était fait les croisés il y a de cela 3 ans. Et vous l'avez opéré, vous l'avez remis sur pied alors que c'était extrêmement mal parti pour un gamin de 20 ans. Non, c'était pas Malick, c'était Abdourahmane qui est à Pau. Malick, avant de... Après la finale de la Coupe du Sénégal, il a eu des croisés. Non, c'était une pubalgie? Non, non. C'était une rupture, c'était une lésion au niveau des adducteurs. Okay. Mais quand même, c'était une longue blessure. C'était pas une longue blessure? Oui, oui, il n'a pas pu jouer la finale de la Coupe du Sénégal en 2015. Donc c'est en demi-finale qu'il a eu la blessure, donc avec une lésion des adducteurs. Mais il était au Nigeria pour la Coupe d'Afrique? Oui, à Abuja. Ouais. Et justement, lui, quand même, on a vu que c'était un gamin qui était extrêmement bien parti. Quand même, après, il y a eu un petit ralentissement, un passage à vide, alors que à côté d'Ismaël Sarr, on parlait de Malick. Effectivement, comme une moi étoile. je pense quand même qu'à un moment donné, il a eu un problème de poids. Malick, ça s'est posé avec lui. Et je pense quand même qu'Olivier lui avait même demandé d'essayer de maigrir le maximum possible pour retrouver son poids de forme. Parce qu'ici, les joueurs oublient parfois qu'il y a un problème de poids de forme. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le staff qu'on a, ces gens-là, ils sont assez outillés, je pense, pour pouvoir prendre les garçons en main. Oui, avec Malick, je pense que ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il était blessé à la fin de la saison. Donc, ce qui fait que pendant la période des vacances, il n'a pas pu maintenir son poids de performance. Donc il est revenu avec un surpoids et c'est ça qui a fait qu'il avait des difficultés à retrouver donc, son poids idéal. Donc pour lui, on a eu à faire un régime particulier avec la cuisine, le chef de la cuisine. Donc pour que Malick puisse quand même retrouver son état de forme. Voilà, on voit quand même petit à petit, il est en train de revenir et cette année quand même c'est l'un des meilleurs joueurs de ce championnat quand même, c'est le détonateur en attaque de Génération Foot. Tout à fait, parce que quand même quoi qu'on puisse dire, Malick fait partie des cadres. Aujourd'hui, il est normal qu'il prétende pouvoir partir en Europe parce qu'il a déjà montré à l'ensemble du staff quand même que si demain Malick devrait partir, il y a quelqu'un qui devrait pouvoir suivre derrière. Donc Malick, Jean-Barthélemy, comme tant d'autres, Bakary Mané, tous ces garçons-là, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont là. Et même Thiala aussi peut prétendre partir parce qu'à Génération Foot, on ne ferme pas la porte. On ne peut pas se permettre de dire à des garçons qui ont des salaires de 250 000, 300 000 et pouvoir toucher un salaire déjà de 7 500 € dans un premier temps, avant de pouvoir prétendre gagner des salaires de 25 000 ou 30 000 € par mois, et essayer de les retenir. Donc, justement, Malick, quand même, aujourd'hui, il est âgé de 24 ans. 24 ans, peut-être à Metz, ça peut être difficile, ou bien d'autres portes peuvent s'ouvrir. Mais on est professionnel jusqu'à 26 ans, on peut prétendre jouer à ce niveau-là, cher Tidiane, parce que ce qui est sûr, c'est que si tu as une bonne formation, si tu es bien mentalement, donc tu dois pouvoir au moins prétendre à jouer à ce niveau-là. Parce que même si je ne peux pas jouer en Ligue 1 aujourd'hui en France, mais ce qui est sûr, c'est que Malick a aussi les atouts de pouvoir jouer en Ligue 2 comme en National. Et en National, on a pu trouver des joueurs qui ont gravi les échelons pour aller jouer en Ligue 1. Donc, pour moi, le garçon, s'il est bien préparé, s'il est fort mentalement, il peut au moins prétendre à aller jouer n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner le cas d'un garçon qui était chez nous et qui est parti en Belgique. Et aujourd'hui, le FMS demande à ce que ce garçon-là vienne retrouver son camp d'entraînement en début d'été. Donc, un garçon comme Ouagane, il a fait ses preuves. Ils avaient une interdiction au FC Serein de ne pas recruter pendant 3 ans. Ils ont pris des garçons à Génération Foot qui les ont maintenus au moins en Ligue 2 et aujourd'hui, ils peuvent commencer à recruter. Donc ces garçons-là ont fait leurs preuves.
ont montré à la face de la Belgique qu'ils pouvaient au moins prétendre à jouer à un niveau beaucoup plus élevé. Voilà, également, à côté de Malik, il y a Jean, lui, qui était malade en début de saison, donc il a fallu vraiment le récupérer et le remettre en forme. Et je pense que, quand même, quelque part, ça, c'était votre boulot, vous, le staff médical. Jean, lui, en milieu de saison, il a eu quand même un palu qu'on a pu traiter. Donc, mais malheureusement, donc, il était un peu affaibli. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu un temps d'indisponibilité. Il n'a pratiquement pas fait la campagne africaine. Hein. Je pense qu'il a joué la deuxième mi-temps lors de l'élimination ici à Dakar face à Agadez. Parce que 4 jours avant, je pense, le match africain, il a eu un palu. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas pu jouer ce match-là. Et après, quand il est revenu, donc, il a eu une entorse. Donc, mais qu'est-ce qui fait cette année qu'il ait marqué autant de buts? On le disait tout à l'heure, c'était un joueur à la base qui est milieu de terrain, mais c'est sa technique et son aptitude peut-être, et puis l'absence d'avant-centre qui a fait qu'il joue plus en avant. Tout à fait, ça c'est un fait, mais techniquement c'est un garçon qui sait lire le jeu. C'est un garçon intelligent quand même. Dans le jeu, il sait se positionner et il ne cherche pas beaucoup les duels. Donc il cherche à jouer au moins dans la verticalité tout le temps. Et Jean, c'est quelqu'un qui se positionne très bien dans les centres et dans les 1-2. Donc il ne cherche pas les duels parce qu'il sait qu'il n'est pas fort physiquement. Donc il cherche plus à se repositionner, à au moins avoir des centres, à jouer en 1-2. Donc son repositionnement aujourd'hui à Génération Foot a fait en sorte qu'il puisse au moins prétendre à être meilleur buteur. Donc je pense que ça c'est sa chance parce qu'avant il était milieu de terrain. Et mais là, il joue plus en 9,5 qu'autre chose, parce qu'on l'a vraiment repositionné, parce qu'on n'a pas véritablement un attaquant de pointe cette année à Génération Foot. Mais on a su faire avec, on a su pallier les départs, et donc je pense que c'est ça où on retrouve le charme du foot. Parce que si tu as un entraîneur, un technicien assez outillé, je pense quand même qu'il peut faire au moins des miracles dans une équipe. Et alors, vous, comme vos amis, quand même, je pense que c'est votre deuxième année dans l'équipe A. Ouais. J'espère que vous prétendez déjà à quitter le Sénégal pour l'Europe comme vos amis. Oui, bien sûr. Quand même, comme tous les joueurs, comme tout bon joueur qui espère faire comme les Sadio Mané et les Ismaïla Sarr. On voudrait aussi montrer notre talent aux faces du monde. Et c'est seulement en prouvant ici qu'on pourra partir. Voilà, Talla. L'adage dit qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On sait que la politique du club Génération Foot est limpide, c'est de faciliter le départ des joueurs vers l'Europe, mais en même temps, Génération Foot ambitionne de devenir un grand d'Afrique. Déjà, vous, quelque part, il y a, je sais pas, deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble dans ce cas de figure. Je pense que ça peut, aujourd'hui, cher, comme on l'a dit, l'équipe a eu un retard à l'allumage en début de saison. Cela est dû au fait qu'elle a subi beaucoup de départs. 7 joueurs, je pense bien, sont partis en début de saison, mais cela n'a pas empêché la Génération Foot d'exister. Donc aujourd'hui, je pense que même Madi, qui est à la base, le fondateur. Un grand d'Afrique, je crois. Oui, mais non, un grand d'Afrique. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Franchement, pour voir une équipe sénégalaise devenir un grand d'Afrique, ce n'est pas demain la veille. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, je pense que la politique de Génération Foot est très claire. Si met ses billes, c'est pour qu'en contrepartie, qu'elle puisse, l'équipe bien sûr, qu'elle puisse avoir des dividendes. Des dividendes, c'est quoi? C'est d'avoir un certain Tchalaou qui sera peut-être un libéro de charme comme Roger Mendy. Ou bien aujourd'hui un libéro comme un axe central comme Khalidou Koulibaly, on ne sait jamais. Maintenant, Génération Foot, c'est aussi qu'en vendant les joueurs,
elle peut récolter beaucoup d'argent et cela pourra lui permettre de fructifier, n'est-ce pas, le travail qu'elle est en train de faire à la base. Donc, Génération Foot, je pense qu'aujourd'hui, ils vont se contenter des titres au Sénégal. Ils vont aller essayer de titiller les grands d'Afrique pour s'aguerrir, pourquoi pas devenir un grand d'Afrique, mais pas aujourd'hui. Contenter des titres du Sénégal au Sénégal, c'est pas votre objectif. Vous voulez vous imposer en Afrique. Mais, tu sais, mais quand même, c'est un chemin. Ça se construit dans la durée. C'est pas comme l'a dit Bakary demain que ça va se faire. Mais on a l'impression tout le temps que c'est une destruction. Non, non, du tout. Parce que chaque année. Moi, je pense que ça vaut la peine. Non, mais quelque part, après tout, le sacerdoce à Génération Foot, c'est un club formateur à la base. Donc ça, il faudrait qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, avoir des ambitions africaines, ça ne veut pas dire non plus que c'est demain que ça doit se faire obligatoirement. On est en train de construire. Aujourd'hui, la chance qu'on a, on a un lycée qui est fonctionnel. Tu peux prendre des garçons à partir de 12 ans. Ces garçons-là sont arrivés à Génération Foot en quelle année? Tu es là depuis 2013. Donc ça fait 6 ans qu'il est là-bas. Donc il connaît la philosophie de la maison. Il sait que demain, il est appelé à jouer les grands rôles dans ce club. Il doit devenir un patron, un leader. Et déjà, ça commence à se faire. À partir de ce moment, si lui, il est encore là-bas l'année prochaine, il peut au moins accompagner d'autres qui sont déjà là-bas, qui sont en train de faire leur trou. Et ces garçons s'aguerrissent très vite. Et je sais que les erreurs qu'ils ont vues dans le passé, parce qu'ils ont eu la chance, même s'ils n'étaient pas dans le 16 sur la feuille de match, mais ils étaient présents à l'entraînement, dans les déplacements, ils ont vécu les matchs, les déboires, c'est ce qui sont passés à côté. Et je pense qu'ils ont énormément appris des campagnes africaines. Parce que si on a tenu à faire des déplacements avec eux, alors qu'ils n'avaient même pas l'ambition de jouer, on savait qu'il y a des cadres dans cette équipe-là et qu'ils n'allaient pas jouer. Mais on avait choisi aussi de leur faire vivre l'expérience africaine. Mais aujourd'hui, on tient là-haut. Par exemple, l'ossature de l'année prochaine, c'est des garçons qui connaissent déjà l'Afrique, qui vont jouer et qui savent qu'il y a des détails. Qui connaissent l'Afrique, mais quand même, cette équipe qu'il ne faut pas occulter. Cher, moi je pense qu'il y a un aspect important qu'il ne faut pas occulter, comme l'a dit Tala. Aujourd'hui, combien de joueurs qui ont quitté les autres clubs traditionnels pour l'Europe et ils se perdent dans la nature? C'est parce qu'à la base, ils n'ont pas eu cette culture, cette formation à la base. Aujourd'hui, tu prends Ismaël Sarr, il est venu top dans le bain, il a cartonné à Metz, il est aujourd'hui à Rennes. On parle des grands clubs d'Afrique. Tu prends Djandjaï, qui était là l'année dernière, il est venu, il est dans le moule. Aujourd'hui, Habib Diallo qui est en train de se battre pour devenir meilleur buteur de la Ligue 2, ce qui veut dire que derrière, il y a un travail de base qui a été très bien fait, qui est différent de... Ça, on n'en discute bien pas. Moi, le problème, c'est que cette équipe de Génération Foot, l'année prochaine, va se rendre encore à Berkane. Est-ce que les joueurs qui ont subi l'expérience il y a 2 ans, là-bas en terre marocaine, est-ce que, je pense, les dirigeants, eux, ils seront suffisamment... Là aussi, il faut relativiser aussi. Là aussi, moi, je vais condamner les dirigeants. Moi, je dis qu'un grand club a besoin de très grands dirigeants. Mais Génération Foot, Tala est en train de rigoler, ils ont péché dans ce sens. Non, ça, je vous le dis, c'est mon ami Tala. Mais Tala a péché. Mais on n'est pas d'accord sur ça. Non, on ne sera jamais d'accord. On ne sera jamais d'accord sur ça. Vous savez pourquoi, chef? Oui. Comme vous l'avez dit, Génération Foot demain ira à Berkane. Génération Foot demain va se faire laminer avant le match. Il y aura d'abord cette ascendance psychologique qui sera sur les joueurs. Et les dirigeants de Génération Foot qui vont accompagner l'équipe ne seront pas à la hauteur pour gérer l'équipe. Et tu penses qu'on n'apprend pas de l'expérience? Non, mais moi, je me dis que quelqu'un comme Tala... quelque part, non, quelqu'un comme Tala... On apprend de ses erreurs, ou même s'il y a erreur. Et il n'y a pas une erreur. Moi, je ne parle même pas de ce qui gravite autour. Moi, je parle de l'effectif. Les joueurs qui vont jouer, les joueurs sur le terrain. Moi, je parle de... L'aspect le plus important aujourd'hui, c'est est-ce que ces joueurs-là dont on parle aujourd'hui seront en mesure de pouvoir relever le défi de la conquête? Mentalement, est-ce qu'ils seront prêts? Parce qu'aujourd'hui, on parle de psychologie dans le football. C'est quoi? C'est la préparation mentale d'un joueur. Aujourd'hui, on prend cette affaire-là en équipe nationale du Sénégal. C'est des garçons qui sont là-bas, en Europe. Est-ce qu'ils sont vraiment préparés pour pouvoir conquérir un titre sur le plan africain?
Posons-nous la question d'abord sur ce côté-là. Est-ce que c'est dans la mentalité des joueurs sénégalais? Est-ce qu'on a été vraiment formé pour atteindre ces objectifs-là? On se dit aujourd'hui qu'on a péché. On n'a pas péché. Ça, c'est dans la mentalité des Sénégalais, de se dire qu'on ne peut pas gagner ou on ne peut pas affronter les autres pays africains parce qu'ils sont tout le temps au-dessus. On parle des Camerounais qui sont compétiteurs. Est-ce que le Sénégal a eu le réflexe pendant cette Coupe d'Afrique où on était parti gagnant, et même par rapport à cette Coupe d'Afrique qui va venir, on nous dit qu'on est vraiment les prétendants au titre. Est-ce que mentalement nos joueurs seront prêts pour se dire aujourd'hui on y va en conquérant? On ne va pas se cacher derrière des histoires de séries de penalty où c'est du hasard. Ça se soigne, un penalty. Et donc, il faut se préparer mentalement d'abord pour aller en terrain de conquête. On ne va pas s'en sortir, ça c'est un autre débat. Moi, ce que je veux savoir, Talfal, c'est que est-ce que Génération Foot, l'année prochaine, va nous présenter une équipe capable de rivaliser avec le Oroya? Parce que quelque chose me dit qu'on va encore se coltiner ces Guinéens au deuxième tour pour la qualification en phase de poule. Est-ce que Génération Foot va mettre en place une équipe compétitive? Je peux te dire, c'est que dès à présent, le staff technique est en train de travailler au moins pour l'Afrique. Ouais. Ils s'y préparent en conséquence. Ils sont en train de voir les joueurs qui sont susceptibles de pouvoir partir et qu'est-ce qu'il faudra pour les remplacer par poste. Est-ce qu'il y a la relève au sein du club pour pouvoir pallier ces départs-là? Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire, par exemple, on a perdu Aboulo en cours de saison, alors qu'on se disait, est-ce que ça va faire un trou ou pas? Mais on s'est rendu compte que derrière, il y avait de la bonne graine. Tchalaou était là, il était déjà prêt pour pallier son absence. On ne l'a même plus senti. Alors que tout le monde disait que Aboulo, la paire Aboulo-Simpara. Et aujourd'hui, on a vu Tchalaou. Et si demain, Simpara ou Aboulo devraient partir, on sait aujourd'hui qu'il y aura Cheikh Omar qui est là, qui va pallier ce départ-là. Et c'est un garçon qui a joué des matchs de championnat et qui est aujourd'hui en équipe nationale jeune. Donc, par rapport à ça, je pense que la préparation qu'il faut pour nos joueurs et l'ensemble des Sénégalais, c'est une bonne préparation mentale. Justement, l'année dernière, vous avez déjà pris Papis de NGB, l'autre là s'appelle Bayo de l'US Gorée et également Seydou. Donc on peut s'attendre quelque part à ce même type de recrutement dans ce championnat. Disons que ce qui est sûr, hein, très honnêtement, et ça il faut l'avouer, il y a eu des recrutements qui ont été faits. Est-ce que ça a donné satisfaction ou pas? C'est en fin de saison qu'il faudra vraiment évaluer. Donc on s'était préparé en conséquence en se disant l'ambition de Génération Foot, ce n'est pas seulement de figurer en Afrique, c'est au moins d'intégrer les phases de poule. Parce qu'on a beau dire, aujourd'hui, c'est parce que Génération Foot qui est au devant de la scène, qui a les moyens de sa politique et qui peut aussi rivaliser avec les grands d'Afrique. Maintenant, est-ce que nous, on est encore prêts mentalement? Parce que c'est la préparation mentale qui fait défaut aujourd'hui chez l'homme sénégalais. Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on a réellement envie d'aller le plus loin possible? Les dirigeants peuvent l'avoir, mais la préparation qui sied aux joueurs pour pouvoir se surpasser, se dépasser, ça reste encore à faire. Voilà, Tchalaou, on a vu des équipes, des académies qui ont eu à recruter des joueurs qui ne sont pas issus vraiment de l'académie et la greffe a eu du mal à prendre. Mais quand même, au niveau de Génération Foot, on se rend compte que souvent, vous accueillez bien ces joueurs qui ne sont pas issus vraiment de l'académie. Oui, on n'a pas de souci à ce niveau parce qu'à Génération Foot, on est une famille. Vous êtes ouvert. Oui, on est une famille. Et les nouveaux joueurs sont bien accueillis. Quand ils viennent, ils dansent. Après, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de la pression. Et pendant les séances d'entraînement aussi, on fait notre maximum pour qu'ils soient à l'aise. Et peut-être c'est ce qui fait notre force et peut-être c'est ce qui fait que nous avons une bonne équipe. Et le fait de vivre ensemble aussi, ça compte beaucoup. La vie quotidienne au centre, ça compte beaucoup. Parce que quand vous partagez les entraînements, vous partagez des chambres, vous partagez les repas, vous partagez des moments de détente, ouais, ça compte énormément. Parce qu'on a mis en place au moins un espace où les joueurs peuvent se retrouver pendant les moments de détente, ils peuvent échanger, se parler entre eux. Et donc,
parmi eux, vous sentez que souvent, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Et donc, il y a des amitiés qui se lient. Donc, je pense que ça, la vie au centre... À l'une, vous êtes très proche des joueurs, mais des fois aussi, il arrive des fois que la greffe ait du mal à prendre. La greffe. La greffe, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas issus de la moule génération foot comme les Tialao, qui sont formés pratiquement là-bas depuis le bas âge, et d'autres qui viennent intégrer. Des fois ça prend, mais aussi pas tout le temps. Ok, je pense qu'à Génération Foot, bon, peut-être que c'est la première expérience que j'ai vécue là-bas avec ce nouveau joueur qui ont été recrutés, ces nouveaux joueurs qui ont été recrutés. Mais je pense que si on remarque bien, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Donc il y avait une bonne intégration et puis bon, souvent il y a des discussions qui se font. Ce qui fait que je pense que même si vous regardez quand ils sont ensemble, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont nouveaux. Je pense que la mayonnaise était déjà faite. Et la mayonnaise prend également, donc on peut dire que le staff qui s'occupe du scouting a déjà commencé à faire son boulot, notamment dans la sous-région. Mais tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a au moins une quinzaine, voire vingtaine de correspondants dans le Sénégal. C'est des gens qui s'occupent que de ça. Il y a un responsable du recrutement, il y a un manager qui est là, et donc ces gens-là sillonnent le Sénégal. Et ils ont l'objectif de nous trouver des joueurs, de bons joueurs. Parce que quand même, ils sont là-bas, il faut qu'ils nous trouvent des joueurs capables de pouvoir pallier les départs de certains. Donc, partout au Sénégal, on va en chercher. On va se donner les moyens de trouver des joueurs. En tout cas, hier, on a eu au téléphone le président Madi Touré qui nous disait que le succès, c'est vrai, c'est bien, mais ça va vite dans les deux sens. Donc, il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers. Alors, Tialao, maintenant, vos ambitions personnelles, vous l'avez dit, vous voulez sortir, jouer en Europe, mais également, il y a les équipes nationales jeunes qui sont là. Est-ce que quelque part, vous attendez une sélection? Oui, dans un coin de ma tête, à chaque fois, je réfléchis à ça. Mais voilà, les choses vont venir naturellement. Je pense que si je fais les choses dans l'ordre, je pense qu'on va m'appeler. Ouais. Actuellement, vous avez 20 ans. 20 ans. Ouais. Peut-être même que il y a une compétition chez les U20 qui se profile à l'horizon. Mais il y a également Bakary, je pense, le Chan. Oui, pour le Chan, oui, moi je pense qu'il est jeune. Je disais à Tala, il est relativement jeune. Et d'après les statistiques que nous avons, je pense que Tala, effectivement, il peut valablement prétendre à une place chez les U23, pourquoi pas. Et pratiquement tous les titulaires de l'équipe de Génération Foot sont dans les sélections. Oui, c'est vrai. Et que lui aussi, aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a cette équipe nationale locale qui est là. Et même moi, j'ai confiance, je pense qu'il va bientôt partir, peut-être d'ici le mois de septembre et tout, il aura une invitation parce qu'il a pu pallier. Il faudra d'abord qu'il qualifie l'équipe en phase de poule. Il est jeune et je pense que. Déjà, vraiment, il faudrait rester invaincu. Oui, déjà. Et justement, avant de passer à autre chose, Metz, quand même, ce partenariat quand même va bientôt prendre fin. Mais la renégociation, par exemple, si l'équipe se qualifie en Ligue des Champions, pourquoi pas faire des prêts. Ah si, mais vous savez, à Génération Foot, on a la chance de pouvoir échanger entre nous. On se parle, on discute, on parle de ce qui se passe dans le monde du foot. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Et on y travaille. On néglige aucune piste. Donc on a bien réfléchi par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière sur le cas de Djandjaï et de Sabali, en se disant, mais est-ce que Metz n'aurait pas pu nous faire un prêt? Parce que laisser des garçons partir et qu'ils se retrouvent après en division d'honneur en France, mieux valait les laisser ici. Maintenant, c'était le choix du FC Metz de les prendre coûte que coûte. Donc, c'est ça qui était écrit dans la convention. Donc, il fallait respecter au moins ce deal-là. Maintenant, quand on regarde de plus près, si on avait disposé de Djandjaï ou d'un Sabali, ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup plus de possibilités de pouvoir passer devant Assania, quoi. C'est des choses qui peuvent se renégocier. Mais absolument, parce que vous savez très bien que Madi Touré, c'est un garçon quand même assez intelligent.
Il en parle et il doit même les rencontrer très prochainement. Il doit faire même un aller-retour pour pouvoir commencer à mettre les jalons de la renégociation. Voilà. Et je pense que de ce côté-là, quand même, tu peux lui faire confiance. D'ailleurs, ces résultats en Ligue africaine des champions, vos amis du RS Berkane, quand même, qui se sont fait battre au match aller par le CS Sfaxien, et je pense qu'ils sont prévenus, hein, les Tunisiens. Ils savent que les déplacements à Berkane ne sont jamais faciles. Ça, c'est la demi-finale de la Coupe CAF. L'autre demi-finale, c'est le Zamalek qui a remporté la manche 1-0 devant l'Étoile du Sahel. Et Wydad Athletic Mamelodi Sundowns 2-1. Là, c'est la Ligue africaine des champions. Espérance Tunisie qui s'impose devant TP Mazembe 1-0. Et là, quand même, Bakary, on se rend compte que, à part deux équipes de l'Afrique noire, toutes les autres, c'est les équipes de l'Afrique du Nord. Mais oui, c'est ce qu'on tente d'expliquer tout le temps. Moi, je pense que les Nord-Africains sont plus organisés que nous. Vraiment, il a dit, les infrastructures sportives mises à la disposition de ces équipes-là n'ont rien à voir avec nos terrains qui ressemblent vraiment à des champs de patates. Nous sommes désolés de le dire. Et là, le bon football ne peut pas se produire aussi. Et derrière, je l'ai dit, qu'effectivement, Tala nous l'a rappelé aussi, qu'ici en Afrique, surtout en Afrique occidentale, c'est le mécénat des présidents des clubs. Ce sont eux qui payent, qui nourrissent le club par leur propre poche. Or, au Maroc, en Tunisie ou encore en Égypte, c'est toute une organisation, c'est des équipes professionnelles. Le président, il est là, juste il dirige le conseil d'administration. Et sinon, il ne sait même pas comment faire pour faire rentrer l'argent. Donc, derrière... 1 million d'euros de subvention. De subvention. De subvention, hein? 1 million d'euros. Donc ça fait 655 millions de francs CFA. On ne peut pas rivaliser avec ces clubs-là. Et comme l'a dit Tchalon, les terrains ne sont pas les mêmes. Les installations ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est des conditions de travail qui font défaut chez nous. Donc convenez-en avec moi que qu'on se dise la vérité. On a beau flirter avec des victoires pour pouvoir se qualifier, par exemple, dans les phases de poule. Mais si on regarde de manière objective, on ne doit même pas pouvoir rivaliser avec ces clubs-là. Parce qu'ils ont 1 million d'euros, un stade, 2 bus qui sont mis à leur disposition. Donc ils peuvent se permettre de recruter n'importe quel joueur. La preuve en est qu'aujourd'hui, le club Hassania nous demande un partenariat. Ils sont même allés plus loin en nous disant on veut un garçon comme Ndiagayad. Je vais vous faire la révélation. Et Madi leur a dit, mais maintenant donnez-moi au moins 5 millions d'euros. Je vous laisse partir ce garçon chez vous. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a de la qualité chez nous. Et le garçon, il est arrivé en quelle année à Génération Foot? C'est sa 2e année. Pratiquement. Et donc c'est pour dire quand même, on a de bons techniciens. Qu'est-ce qui nous manque? C'est tout un environnement qu'il faut mettre en place. Mettre des moyens. Et je pense quand même que le chef de l'État, le président Macky Sall, avait pris des engagements par rapport à ça. Mais il faudrait qu'en amont, que les clubs s'organisent de manière beaucoup plus professionnelle pour au moins pouvoir disposer de tout ce dont on a parlé pendant la campagne et qu'ils puissent au moins avancer sur ça, faire un mémo. Parce que les clubs sont fatigués, ils n'ont pas de moyens, qu'on se le dise. Voilà, je pense que ça c'est la sempiternelle question qui revient souvent. Et on n'a pas encore trouvé les solutions, mais qui sait, ça va venir, Inch'Allah. Les résultats de cette 23e journée de la Ligue 1, avec donc Génération Foot qui s'est imposé 3-0 devant Bourg-Petite-Côte, Casa Sport qui s'incline 1-0 devant Tenguet FC, AS Pikine Linguère 3-2, Gorée Sonacos 2-1, NGB Diaraf de Dakar 1-0, Ndiambour Dakar Sacré-Cœur 0 but partout, Sadembourg Douane 0 but partout au classement. Génération Foot donc leader avec 47 points, suivi du Caraf de Dakar 37 points, 3e Tenguet FC 35 points en bas de tableau. C'est fini pour la Sonacos relégué en 2e division et l'autre place va certainement se jouer entre la Linguère de Saint-Louis 22 points et NGB à 25 points. Je vais vous donner une petite idée. On parlait de Casa Sport. Il paraît qu'il y a un bon avant-centre là-bas et c'est utile chez vous. Hein.
Mais ils ont demandé trop gros. Alors vous avez essayé? On a essayé l'année dernière. On a essayé. On a été les voir. Olivier a essayé, pour vous dire, quand même qu'on n'aime pas rester les bras croisés. Youssouf, on a demandé, mais ils ont demandé beaucoup trop d'argent qu'on n'avait pas. On voulait. C'est un attaquant qui est en train de s'imposer. Ah ben oui, de même que l'autre, son acolyte, Danfa, lui, il est très bon. Moi j'aurais même misé sur Danfa. Moi, il m'a impressionné pendant la CAN. Il y a beaucoup de bons joueurs dans ce championnat. Il suffit vraiment de bien s'organiser. Et on va parler de la CAN U17 avec le Cameroun, sacré champion d'Afrique. Les Lionceaux ont disposé de la Guinée au tir au but 5-3. L'Angola a fini 3e devant le Nigeria et ces 4 équipes vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde, sauf si le tribunal arbitral du sport invalide la qualification de la Guinée avec cette histoire de fraude sur l'âge. Le recours du Sénégal a-t-il des chances d'aboutir? Élément de réponse avec Maître Moussa Sarr au micro de Mamadou Ndiaye. Si effectivement les documents envoyés par la Fédération japonaise de football sont des documents officiels qui s'imposent aux autorités sportives, je pense que le Sénégal a de bonnes chances d'obtenir gain de cause au niveau du tribunal arbitral du sport. Mais pourvu, encore une fois, que ces documents, ces éléments soient des éléments officiels, opposables, n'est-ce pas, à la Guinée et opposables à la Confédération africaine de football. Sur le plan du principe, c'est déjà utile. Je pense qu'il faut qu'on arrête de fausser les compétitions africaines de petite catégorie en prenant des gens, des garçons plus âgés pour les faire jouer à des catégories inférieures. Ça, c'est contraire à l'éthique sportive, c'est contraire au fair play, c'est pas bien. Je pense que sur le plan principiel, c'est tout à fait normal et même souhaitable que la Fédération sénégalaise de football aille jusqu'au tribunal arbitral du sport pour que de tels faits ne se reproduisent plus. C'est un frein au développement du football africain. Voilà, c'était Maître Moussa Sarr Al-Barkari, c'est vous qui aviez publié en exclusivité cette information que le Sénégal a porté réserve. Oui. Alors, le dossier a évolué, la CAF a fait la sourde oreille. Bon, je ne sais pas si les preuves qui ont été apportées n'ont pas été convaincantes, mais quand même, le Sénégal peut toujours espérer, vous pensez, jouer cette Coupe du Monde chez les U17 ? Bon, ça c'est une question très complexe, mais comme vous l'avez si bien dit, effectivement, c'est nous au niveau du journal Record qui avons donné cette information en premier lieu pour dire qu'effectivement la Fédération sénégalaise de football avait saisi la CAF pour s'offusquer un peu du comportement des Guinéens qui auraient présenté des vieillards à la compétition. Pas des vieillards quand même. Bon, je veux dire des joueurs âgés à une compétition de jeunes. Et aujourd'hui, nous possédons aussi des documents officiels de la Fédération japonaise de football qui a confirmé le Sénégal dans sa thèse avec en ampli les photos, les passeports des joueurs guinéens incriminés dans cette affaire-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, la CAF est en train de faire la sourde oreille sur ce dossier et c'est ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football a tiré le bilan de la compétition. Il a parlé du cas des fraudes sur l'âge. Il dit effectivement que la CAF n'a pas totalement éradiqué ce mal, mais qui est en train de faire des pas de géant pour y arriver. Mais moi, je pense que derrière, la CAF a fait n'importe quoi sur ce dossier-là, parce qu'aujourd'hui, le dossier, le jugement devait être bon. Je veux dire, la plainte du Sénégal, quand le Sénégal avait porté plainte contre la Guinée, la CAF devait quand même demander à la Guinée de lui présenter les documents avec lesquels les joueurs incriminés ont joué au Japon. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que les dirigeants de la Guinée sont plus forts que nos dirigeants. C'est ça. Et quelque part, est-ce que c'est parce que c'est le Sénégal qui n'a pas été assez influent ou bien c'est la CAF qui fait n'importe quoi? Mais c'est ça, parce que le président de Orea, Antonio, il pèse énormément au niveau de la CAF. Hein.
On sait les pratiques aujourd'hui, je n'accuse personne, mais on sait les pratiques qui se passent aujourd'hui dans le monde du foot. Donc il y en a qui sont beaucoup plus privilégiés par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, si on a tardé à prendre cette décision-là alors qu'on nous a crié haut et fort qu'il y avait un vent de changement qui était en train de s'opérer au niveau de la CAF, moi je me rends compte que c'était du pipeau, quoi. C'est que dalle. Aujourd'hui, il n'y a rien. On ne peut pas prouver aujourd'hui à la face du monde que ces gens-là ont triché et on n'ose pas prendre de décision. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Même le Maroc, quand même, qui est très influent au niveau de cette CAF, quand même, également s'est insurgé du fait que le Cameroun, je ne sais pas, aurait présenté des joueurs quand même de plus de 17 ans, les Nigérians aussi face aux Guinéens. Donc, quelque part, on peut dire que cette compétition est complètement, je ne sais pas... Ah ouais, non, ça a été faussé. Donc, du coup, même quel que soit le résultat final, aujourd'hui, on ne pourra pas dire que ça a été vraiment une belle compétition. Parce qu'il y a eu dès le départ des choses quand même pas très catholiques qui se sont passées dans cette compétition-là. Et la CAF est en premier, le premier incriminé. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir des preuves réelles, concrètes, sur la faute sur certains joueurs et attendre 107 ans pour prendre une décision. Il n'y a pas besoin de ça. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous a crié haut et fort qu'il y avait un vent de changement. Il n'y a pas eu de changement. Alioune, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que la CAF n'a pas voulu démentir son IRM qui avait déjà confirmé que ces joueurs avaient moins de 17 ans? Non, je pense que... Est-ce que c'est possible d'ailleurs que cet outil se trompe? Bon, c'est très rare, mais ça arrive. Ça arrive que quand même l'IRM, certains joueurs puissent passer, donc, et que l'IRM dit que donc, ce joueur-là n'a pas cet âge. Donc il arrive que certains joueurs puissent passer quand même. Donc ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais la compétition qui s'est passée ici à Dakar, on avait demandé aux équipes qui devaient y participer de faire le IRM. Et une fois à Dakar, on leur a demandé d'aller ici à Imodsen et de faire des IRM. Et on en a sacrifié pas mal. Et ça s'est avéré vrai que l'IRM peut-être peut se tromper sur 1 ou 2 ans maximum. Mais si ça dépasse, absolument, et au niveau des dents, au niveau des poignets, on peut se rendre compte que le garçon, il a triché. Et ça se vérifie rapidement. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, avec des papiers, des preuves palpables qui sont là devant vous, de ne pas pouvoir prendre une décision. Donc, l'ère de la transparence, ce n'est pas encore pour demain au niveau de la CAF. Bon, moi je pense, je l'ai toujours dit et les gens vont encore s'offusquer. Moi j'ai toujours dit que la CAF est une chambre d'enregistrement des présidents de fédération. Ils viennent, ils écoutent Ahmad et ses ouailles et tout le monde applaudisse et puis on part. Et aujourd'hui la preuve elle est là. Hier on avait dénoncé le fait que l'État du Sénégal ait mis beaucoup d'argent dans le compte de la CAF qui est plus riche que cet État-là. Derrière on a eu des sorties des dirigeants du football qui ont tapé sur les journalistes qui l'ont fait pendant les CAF Awards. Aujourd'hui, ces mêmes dirigeants-là sont mis devant le fait accompli. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Sinon, ils auront à rendre compte à la base. La base, ce sont ces clubs-là. La base, c'est tout ce peuple sénégalais qui est en train d'attendre. Il ne faut pas que la fédération... Je connais bien les croisés de doigts. Non, je sais que Maître Augustin Senghor, pour cette fois-ci, d'après ce que j'ai compris entre les lignes, il est prêt à aller jusqu'au bout, à en découdre avec la CAF. Et je pense que s'il le fait, il sera dans son bon droit. S'il ne le fait pas, il aura une lourde responsabilité à rendre compte parce que on ne peut pas accepter cela. Parce que la Guinée a tronqué. La Guinée a tronqué complètement je veux dire l'esprit de cette compétition-là. Et puis qu'on se dise la vérité. Les Sénégalais à souffrir de cela. C'est ça. Tout le temps on dit que oui, les Sénégalais sont très mous, les Sénégalais sont très gentils. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit prouver à la face du monde que quand il s'agit de défendre les couleurs de notre nation, on est les premiers. Et je suis convaincu que Maître Senghor et ses collaborateurs iront jusqu'au bout. Sinon, comme je l'ai dit, ils auront affaire au monde du sport. Pour une histoire de double nationalité.
Le Sénégal s'est vu privé de finale de Coupe d'Afrique de handball en pleine compétition. Voilà. Ouais, et là, la CAF n'a pas voulu prendre de décision. Donc, voilà, l'affaire donc wait and see. On verra comment cette histoire va se finir. Merci les amis. Merci à vous, Tialao, d'être venu ici. Bon, et encore félicitations. Merci à vous, Tala. Merci à Alioune et tous nos saluts au staff technique de Génération Foot, les Mathurin, les Ablaïssi, mon ami Bala. Vraiment, un grand bravo. Et je vous signale que le président Madi a dédié la coupe à la Ligue Pro. À la Ligue Pro. Ouais. Oui, pourquoi? Oui, parce que pour lui, il s'est dit tout le travail qui a été abattu au moins depuis 10 ans, sans moyens. La Ligue Pro n'a jamais eu de moyens pour pouvoir au moins tenir ce championnat-là. La Ligue est sous perfusion quand même. Et c'est pas normal. Mais perfusion de la Fédé. Non, la Fédé n'a rien fait. Pas que de la Fédé, peut-être de son président aussi. Bon, mec, on ne va pas ouvrir ce débat. Merci les amis, on va vous accompagner, vous restez avec moi, Bakary, on va vous accompagner avec du beach soccer, avec les Lions en pleine préparation pour le tournoi de Cap-Vert. Le Sénégal veut préparer ainsi les prochains Jeux mondiaux qui vont se dérouler aux États-Unis en octobre 2019. On suit ce reportage signé Mamadou Ndiaye, Bijou Ndiaye et Khadim Sissé. En pleine séance d'entraînement, après 3 semaines de préparation, les champions d'Afrique de beach soccer sont prêts à entamer le tournoi du Cap-Vert au mois de juin prochain. Pour participer aux Jeux africains de la plage. Donc c'est une compétition organisée par l'ACNOA. Donc il y aura quand même au minimum ou bien même au maximum 11 disciplines dont le beach soccer. Nous allons représenter quand même le Sénégal à cette compétition. Et les 2 équipes qui vont sortir de ce tournoi vont représenter l'Afrique aux Jeux mondiaux de la plage qui vont se dérouler aux États-Unis et présentement à San Diego du 9 au 15 octobre. Tout est prêt pour bien entamer cette nouvelle compétition, une première dans cette discipline. Un tournoi qui permettra aux Lions de bien préparer la Coupe du Monde de beach soccer au Paraguay au mois de novembre prochain. Ça, c'est ce qu'on fixe, c'est ce qu'on nous a fixé d'aller en demi-finale. Mais comme je l'ai dit, pour moi, le plus important, c'est d'abord de passer le premier tour. Il faut se concentrer et jouer match par match. Une compétition, on ne décrète pas des victoires. On va avoir les 16 meilleures équipes du monde sur différents continents. Donc on se respecte les uns les autres. Et le Sénégal là-bas n'est que 12e sur le plan mondial. Donc il faut rester humble. Participer au tournoi pour la mémoire du défunt gardien Abdou Karim Samba, décédé il y a 2 semaines. Ce décès m'a un peu marqué hier, quand il fallait mettre la liste. Moi j'ai dit, j'ai mis les 2 gardiens de but, j'ai dit il reste le 3e, et c'était lui. J'ai dit voilà, malheureusement il n'est pas là, il fallait chercher un autre parmi les 2 qui sont là. Donc c'est un gamin qui vraiment, et on sent, oui, jusqu'à présent on sent son absence, mais comme nous sommes des croyants aussi, Dieu nous l'avait donné, Dieu nous l'a retiré. Tout ce qui me reste tout simplement c'est de faire des prières. Quand on a repris les entraînements, c'était difficile, c'était dur avec les enfants, mais quand même, comme on le dit, nous sommes des croyants, on accepte la décision de Dieu et le reste ce sont des prières et à chaque fois on l'oublie avant de commencer, on lui donne toujours Fatiha et 11 Houlou Sa'atul Fatiha pour lancer que Karim, le beau Dieu là qui est dans son paradis. Basket à présent avec les résultats de la 14e journée chez les hommes dans la poule A. ASFA, ICTS 61-55, victoire des militaires. HLM Basket Club Uzo 42-67, victoire de l'Uzo. Tamba Basket Club qui s'incline devant Saint-Louis Basket Club 64-58. GIA AS Douane, victoire de la GIA 74-60 dans la poule B du
Duc UGB, victoire des étudiants 60, c'était en duel d'étudiants, victoire du Dakar Université Club 74 à 66, AS Ville de Dakar Mermoz, victoire de l'AS Ville de Dakar 57 à 42, Rail Sibac 72 à 62, ce sont les Thiessois qui gagnent, Louga Basket Club qui bat Saltigué 54 à 51 au classement. Donc dans cette poule A, l'USO est leader avec 25 points, suivi de l'AS Douane 24 points, 3e Saint-Louis Basket Club 24 points, 4e ASFA 23 points, 5e GIA 22 points, 6e ASC Thiès 16 points, 7e Tamba Basket Club 16 points, 8e HLM Basket Club poule B. Le Duc est leader avec 26 points, 2e AS Ville de Dakar 22 points, 3e Louga Basket Club 22 points, 4e Saltigué 20 points, 5e Sibac 20 points, 6e UGB 20 points, 7e Rail 19 points, 8e Mermoz 19 points. La 16e journée du basketball féminin chez les dames avec Flying Star, Saint-Louis Basket Club, victoire des Saint-Louisiennes 78 à 54, Saltigué qui bat l'UCEPT 51 à 48, le Diaraf qui s'impose 71 à 62 face à l'UGB, Bop Débaloc, victoire de Débaloc 55 à 50, Asfo AS Ville de Dakar, victoire de l'AS Ville de Dakar 65 à 44, Mbour Basket Club GIA, victoire des Mbouroises 49 à 36 et le Duc Isaac, un match reporté au classement. Donc l'AS Ville de Dakar leader avec 32 points, suivi de Saint-Louis Basket Club 31 points, 3e Duc 28 points, 4e Asfo 25 points, 5e Débaloc 25 points, 6e Isaac 24 points, 7e Diaraf 24 points et 8e Mbour Basket Club 22 points. Nous restons toujours en basket avec les nouveaux textes adoptés par acclamation lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FSB. Le comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball passe de 33 à 39 membres. Nous écoutons les explications de Maître Babacar Ndiaye qui revient entre autres sur la prochaine Assemblée générale élective prévue au mois de juin prochain avec Pape Farani. C'est passé dans de très bonnes conditions. Les textes ont été adoptés par acclamation, il n'y a même pas eu de vote. Et l'ambiance a été bonne. J'ai aujourd'hui retrouvé la famille du basket avec ses qualités. Il y a eu des suggestions, des critiques qui ont été faites dans le bon sens. Aujourd'hui, nous sommes passés pour le nombre de membres du comité directeur élus de 26 à 32. Donc on a augmenté 6 nouveaux membres. Et pour le bureau, on a augmenté 2 vice-présidents. Je pense que c'est important pour permettre même à la fédération d'avoir un bureau beaucoup plus fonctionnel. C'est les 2 propositions qu'il avait faites. Maintenant, pour le secrétariat général, il y a une pratique du ministère qui fournit aux fédérations des secrétaires généraux. Donc on va convoquer un comité directeur qui va bientôt, en principe pour samedi, pour convoquer une assemblée générale au mois de juin. Ce sera au mois de juin, Inch'Allah. Et puis Yoff qui dispose d'un terrain de basketball flambant neuf, une bonne nouvelle pour la Ligue de Dakar de basketball, pour la tenue de ses activités. Cher Sadibou Diarra, Ahmadouba. Le basketball dakarois dispose d'un nouvel outil pour la vulgarisation et le développement de la discipline. La commune de Yoff a entraîné un plateau qui sera suivi d'autres. Yoff était plus une localité de football. Mais depuis un certain temps, on voit une évolution parce que les gosses peuvent retrouver effectivement quelque part des panneaux pour jouer un peu, chuter et jouer au basket. Donc la relation infrastructure et sport, infrastructure et performance est une relation, une corrélation tout à fait nette. C'est pourquoi en tant que maire de la commune, j'aimerais vraiment investir sérieusement sur la mise en place de plateaux pour permettre à la jeunesse de Yoff de développer leurs performances. Les pratiquants et la Ligue de Dakar saluent l'initiative. C'est une offre qui va entrer dans le développement du basketball régional. Parce qu'effectivement, on manque d'infrastructures à Dakar. On a souvent des difficultés pour programmer nos matchs. Si effectivement à Yoff déjà on nous offre un nouveau terrain et la promesse du maire c'est de faire plus, nous ne pouvons que s'en réjouir. Sur les perspectives de la JOJ 2022, comme vous le savez, JOJ 2022, ce qu'on va offrir, c'est plutôt le basket 3 contre 3.
là où le Sénégal est en retard. Et monsieur le maire s'est engagé à quand même créer des terrains de quartier au niveau des quartiers pour permettre aux jeunes de développer le basket populaire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous allez à Marius Ndiaye, le stadium est vide. C'est parce que les clubs sont maintenant détachés de leur base affective. Et c'est en mettant des terrains au niveau des quartiers qu'on va recréer ce link et ce que M. le maire est en train de faire. Le nouveau plateau de basketball de Yoff arrive au moment propice. Outre les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022, le National 2 est maintenant doté d'un championnat avec de nombreux clubs de la région de Dakar. Merci. Le football européen à présent marqué par cet exploit retentissant du Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France. En Espagne, le FC Barcelone sacré. En Angleterre, Liverpool qui sent quand même le vent du titre passer, même si ce n'est pas encore fini. On voit tout cela avec Pape Faragning. L'exploit du week-end en Europe est l'œuvre des Stades Rennais devant le PSG. Ismaïla Sarr et compagnie remportent la Coupe de France à l'épreuve des tirs au but. Un exploit d'autant plus grand quand on sait qu'ils ont été menés 2-0 après une demi-heure de jeu. Mbaye Niang, Ismaïla Sarr et Ablaye Diallo brisent l'hégémonie du PSG dans cette compétition. Le club de la capitale de son côté finit la saison avec un seul trophée. En Espagne, le Barça sacré champion après sa victoire 1-0 sur Levante. Les Catalans remportent leur 8e ligue sur les 11 derniers mis en jeu. En Angleterre, Manchester City en ballottage favorable après sa victoire 1-0 sur la pelouse de Burnley. Les Sky Blues maintiennent leur avance d'1 point sur Liverpool, vainqueur de Huddersfield 5-1 avec un doublé de Sadio Mané. En Allemagne, le Bayern Munich rate l'occasion de s'envoler en tête du classement. Les Bavarois n'ont pas profité de la défaite de Dortmund pour prendre 4 points d'avance. Ils ont été contrés au nul 0 but partout face à Nuremberg. La veille, Dortmund avait perdu à domicile 4-2 avec un but de Salif Sané. Voilà, nous revenons sur cette finale de la Coupe de France avec Mbaye Niang qui a réagi en zone mixte. L'international sénégalais qui s'est dit très satisfait de sa saison et de son repositionnement au poste de numéro 9. Il a été interrogé par notre confrère mauritanien Lansana Akamara. Oui, franchir un palier, oui, parce que le coach est arrivé avec beaucoup d'ambition, m'a mis tout de suite dans de dispositions pour mettre mes qualités en avant, pour jouer numéro 9, pour lui apporter ce qu'il cherchait d'un numéro 9. Donc, moi, quand je rentre sur le terrain, je pense à une chose, c'est de garder les ballons pour l'équipe, de jouer pour l'équipe. Les occasions, comme je l'ai toujours dit, je vais les avoir. Et ce soir, j'ai pas eu de chance, mais à d'autres matchs, ça m'a souri, donc il faut continuer comme ça. Voilà, parlons judo avec le Sénégal qui vient de décrocher le titre de champion d'Afrique. C'est au Cap en Afrique du Sud. Il est l'œuvre de Mbagnick Ndiaye que vous voyez sur ces images. Un exploit retentissant. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions pour donc parler de cet homme qui vient de faire honneur au pays. Paris réussi pour le club de Dieuppeul Derklé. C'est pour son 10e anniversaire. Il a réuni les clubs de Dakar, mais aussi les ligues de Thiès et de Ziguinchor. 4000 randonneurs ont pris part à cette balade sportive dominicale aux allées Serigne Ababacar Sy. Les randonneurs qui magnifient la journée. Je vous propose de les suivre. Nous avons mobilisé aujourd'hui 3500 personnes en une matinée pour faire une activité physique qui regroupe toutes les catégories d'âge. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, des personnages, des jeunes et des moins jeunes. Donc c'est une activité que nous pratiquons tous les dimanches depuis 10 ans. Et c'est aujourd'hui que nous fêtons nos 10 ans. Et 10 ans, c'est un bel âge quand même. Ce club de randonnée qui chaque année va en crescendo dans le sens de la mobilisation, mais dans le sens de la perfection aussi de l'organisation. Et je pense que tout cela, on le doit, comme ça a été dit tout à l'heure, à Madame la Présidente, qui est une très grande visionnaire, qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination, qui chaque année
pose des axes supplémentaires pour faire de sorte que la randonnée connaisse un succès éclatant. Les buzz du web avec Mamadou Ndiaye qui nous a rejoint sur ce plateau. Mamadou, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on va beaucoup parler du Paris Saint-Germain aujourd'hui avec cette finale de la Coupe de France. Gana et Kouyaté qui explosent de joie après le pénalty de Ismaïla Sarr. Gana quand même... lui qui a tout fait pour signer au PSG. Au PSG, mais malheureusement pour lui, en tout cas, Idriss Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté ont regardé la finale de la Coupe de France avec beaucoup de pression, comme vous d'ailleurs. Coéquipier en sélection avec Ismaïla Sarr, les deux joueurs retenaient le souffle au moment où l'attaquant rennais tirait son pénalty. Regardez. Voilà, quand même, je pense que ça, Bakary, c'est des images qui rassurent, parce que là, au-delà de l'intérêt personnel, on voit que c'est des joueurs de l'équipe nationale qui soutiennent un joueur de l'équipe nationale au Sénégal. Il faut dire que bon, Cheikhou Kouyaté naturellement et Idrissa Gana Gueye ils sont très cool avec tout le monde. Et aujourd'hui, ils savent que leur jeune frère est en train d'écrire sa propre histoire avec le club rennais. Et marquer un but en Coupe de France n'est pas donné à tout le monde chaque année. Et surtout face au PSG. Surtout face au PSG. L'ogre parisien et Ismaïla Sarr est parvenu à le faire et comme on l'a dit tantôt, ça lui permettra à nouveau d'attirer l'attention des grands clubs qui sont sur lui. Même si sa prestation reste à désirer. Hein. Ouais, bah, oui, en finale, c'est le résultat qui compte. Je dis la prestation personnelle. Et justement, Ismaïla Sarr qui promet d'amener le trophée au Sénégal. En tout cas, possible ou pas, il a promis de ramener le trophée ici au Sénégal. On peut regarder. gis nañ ko. waaw gaa jàppale nañu bu baax a baax. waaw waaw. merci kay tey fet la ko. fet la kon. waaw dinaa ko yóbbu Sénégal. waaw. dafa leer ah. dafa leer nañ. waaw. looy wax waa chef. lan ngay yóbbu Sénégal nga. lan waa chef loo leen di wax. waa chef loo leen di wax. loolu boobu léegi xam naa léegi ci sant yàlla. dañ ko jël rek mu neex mooy di leen. Pour rappeler, Ismaïla Sarr a remporté la Coupe du Sénégal en 2015. 4 ans après, il remporte la Coupe de France. Ismaïla Sarr qui était en train de parler à notre ami Pape Amar, plus connu sous le nom de Wiou. Voilà. Et puis on reste toujours avec le Stade Rennais. C'est une victoire. Également une douce revanche pour Hatem Ben Arfa. Oui, en tout cas, son message a fait le tour du monde. Hatem Ben Arfa a évoqué avec sérénité son émotion de cette forme de revanche aussi sur son aventure qui a mal tourné avec le Paris Saint-Germain. Regardez. C'est vrai que c'est assez particulier parce que ça a été compliqué. Mais comme j'ai dit, dans la vie, par rapport au président, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire parce que un jour il revient et voilà.